Bon, le micro fonctionne beaucoup mieux que je ne pensais. Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle réunion de l'Association de droit et commerce. Et je vais passer très rapidement la parole au président du tribunal de commerce de Paris, M. Netter, que je remercie pour la constance de son amitié, la chaleur de son accueil et la clairvoyance des propos qu'il va tenir dans un instant. Merci, M. le Président. Nous sommes un peu obligés maintenant, là, quand même. Voilà, donc bienvenue en tout cas dans notre maison. Il fait beau et pas encore froid, donc les choses sont en ordre. Je vais donc, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous faire part de quelques réflexions personnelles sur un thème, je pense, particulièrement intéressant, qui est celui du droit du sport, du droit dans les fédérations sportives. Quel statut pour quelle gouvernance? Du pain et des jeux. Cet adage romain affirmait déjà l'importance des distractions liées à des activités physiques dans la vie quotidienne. Alors évidemment, nous n'assistons plus à des combats à l'issue possiblement mortelle. Les jeux sont devenus le sport, mais qui est bien une compétition, dont l'issue, en revanche, n'a plus au sens propre de caractère existentiel. Ce n'est au demeurant pas le seul changement qu'il convient de noter. Les moyens de communication modernes ont permis une diffusion sans précédent des compétitions et le sport, ou à tout le moins certains d'entre eux, a aujourd'hui une résonance à travers toute la planète. Aussi, les organisations sportives se sont progressivement structurées internationalement à la mesure de l'extension de leur audience. Enfin, on mentionnera que certains événements sportifs, en se positionnant de façon délibérée et d'emblée au niveau mondial, n'ont pas peu contribué à ce mouvement. Ainsi, bien sûr, en est-il des Jeux olympiques ou des compétitions de type Coupe du Monde. Passons. Conséquence de tout cela, les sports à caractère universel génèrent des flux d'argent considérables et des situations enviables. D'où, comme on peut s'y attendre, des dérives au niveau national et international. Se posent alors les questions de contrôle, de pouvoir et de gouvernance. À cet égard, je dois dire avoir été étonné de constater la solidité juridique des positions de personnes devenues controversées à la tête de grandes fédérations sportives, ce qui m'a permis de prendre conscience du fait que le pouvoir politique n'a pas, dans de tels cas, de pouvoir direct pour mettre un terme à des mandats dont la poursuite prenait un tour problématique. Alors que le sport a connu les évolutions que je viens de rappeler en termes d'audience et de maniement d'argent, que les grandes compétitions sportives ont un retentissement national et international, il y a lieu de se poser la question de l'adaptation des structures sportives à ce contexte. Les fédérations, les organisations supranationales peuvent-elles continuer à être, comme dans trop de cas, le lieu de l'entre-soi, qui illustre aussi bien un renouvellement insuffisant de la gouvernance que certaines dérives financières ou personnelles? Quel rôle les pouvoirs publics devraient-ils jouer? Quelle transparence s'agit-il de mettre en place? C'est à ces questions et d'autres plus précises que vont répondre les intervenants de ce colloque. Je citerai ainsi Maître Joël Montlouis,
qui est avocate en droit du sport et vice-présidente de la Ligue de football de Paris-Île-de-France. J'ai dû oublier d'autres titres, peut-être, je ne sais pas. Monsieur Jean-Jacques Anceau, qui est professeur à l'université Panthéon-Assas. Et enfin, tout au bout, maître Benjamin Perleval, qui est avocat en droit du sport. Enfin, bien sûr, ce débat sera animé par le président d'honneur, qui est à ma gauche de l'association Droit et Commerce, monsieur Philippe Perramort, à qui je passe un instant la parole. Monsieur le Président, je vous laisse la place. Mais ça marche. Venez là. Bien. Merci, Président. Bonsoir à tous. J'allais dire un mot de bienvenue parce qu'il y a beaucoup de visages connus, mais il y a quelques visages que je connais aussi, mais qui ne sont pas habituellement présents au tribunal de commerce. Je pense à des représentants des milieux du sport, bien sûr, puisqu'ils sont venus à quelques-uns ou quelques avocats spécialisés. Je salue également la présence de notre représentant de la 3e chambre civile de la Cour de cassation qui s'occupe notamment des fédérations sportives. Je vais lancer le débat rapidement en fixant le cadre de cette soirée très brièvement, parce que vous vous doutez bien que dans un format comme le nôtre, nous ne pouvons pas être exhaustifs. Donc nous avons sélectionné un certain nombre de questions qui seront débattues sous forme de questions-réponses à la tribune. Nous ne nous occuperons pas non plus de certaines affaires qui ont pu défrayer la chronique et qui ont conduit à des réflexions comme celle de ce soir. Nous sommes plutôt ici à Droit et Commerce dans une démarche académique. Donc, nous allons rentrer très vite dans la première question, puisque 1 heure, c'est relativement court, et nous allons nous interroger pour lancer cette soirée sur le système d'organisation des pouvoirs dans les fédérations sportives et de savoir si ce système sont adaptés aux activités multiples des fédérations, puisque les fédérations, elles gèrent le sport, elles gèrent les compétitions, mais ce sont aussi des entreprises, je dirais presque des entreprises commerciales, puisqu'elles organisent des manifestations et que cela fait des dirigeants des fédérations de véritables chefs d'entreprise. Donc, un certain nombre de questions sont soulevées par cette complexité. Et peut-être pour commencer, faudrait-il, Benjamin, c'est toi qui va répondre, faudrait-il nous expliquer le cadre juridique des statuts des fédérations? Oui. Alors, du coup, aussi c'est sportif. Je me rapproche. Bonsoir à tous. Donc oui, on est parti du principe que les intervenants de droit et commerce n'étaient pas tous des spécialistes du droit du sport. Il y en a quand même quelques-uns dans la salle. Donc pour cela, ça ne sera qu'une redite et ça paraîtra des poncifs, ce que je vais vous dire, mais simplement pour rappeler que les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations loi 1901. Donc quand on parle évidemment d'association loi 1901, la première chose à laquelle on pense, c'est la liberté d'association. Donc on s'organise comme on veut, on a les statuts qu'on veut, on élit qui on veut et on est dirigé comme on veut du moment qu'on respecte le contrat associatif qui a été conclu entre les membres de l'association. En l'espèce, les membres de l'association sont les clubs, donc les fédérations sont des associations qui regroupent d'autres associations sportives, d'où leur nom de fédération. Mais ces fédérations sportives, celles en tout cas qui sont délégataires, parce que c'est pour l'essentiel de celles-là dont on va parler ce soir,
ont une mission de service public. Donc, évidemment, tout ce que je viens de vous dire sur la liberté est assez contraint par les missions de service public qui sont celles qui sont attribuées par l'État aux fédérations. Et pour être une fédération à laquelle on donne une mission de service public, il faut avoir préalablement été agréé. Et pour être agréé, il faut respecter des statuts type, disons, pour faire simple, qui sont fixés par l'annexe 1-5 du Code du sport. Donc, on se rend compte assez vite que les fédérations sportives, dans leur organisation sous forme d'association dans la 1901, sont finalement pas si libres, puisqu'elles doivent justifier d'avoir une organisation avec, par exemple, puisque c'est de ça dont on va parler beaucoup ce soir, l'obligation d'avoir un règlement financier, l'obligation de faire adopter ce règlement financier par l'Assemblée générale sur proposition de l'instance dirigeante, de justifier de l'emploi des subventions auprès de l'État, de laisser le ministre avoir accès à tout moment à la documentation administrative de la fédération ainsi qu'à sa comptabilité. Et donc, on s'aperçoit que finalement, les associations de loi 1901 que sont les fédérations ont un certain nombre d'obligations à respecter pour pouvoir exercer leur mission. Oui, tu m'avais demandé d'ajouter un petit mot que j'allais oublier, mais je m'en souviens maintenant. Simplement vous dire que les fédérations sont libres soit de gérer le sport professionnel en leur sein, soit de subdéléguer à un autre organisme qu'on appelle une ligue professionnelle la gestion du sport professionnel. C'est le cas par exemple du football, du volley, du basket, du rugby, du handball, qui ont décidé d'externaliser leur sport professionnel. On ne parlera pas des ligues professionnelles ce soir, uniquement des fédérations. Donc pour les amateurs de hockey sur glace professionnel, on peut parler de la Fédération française de hockey sur glace qui, elle, a gardé en son sein la gestion du sport professionnel. Je vais maintenant interroger les orateurs sur un constat qui se fait assez facilement lorsque l'on lit les statuts et l'on étudie les statuts des fédérations sportives. Sont à peu près toutes bâties, les plus importantes du moins, sur le même modèle, c'est-à-dire un vote par assemblée générale qui confère tous les pouvoirs de gestion, d'administration à un comité qu'on appelle tantôt comité directeur, tantôt comité exécutif, tantôt conseil d'administration, peu importe le nom de baptême. Et c'est cet organisme qui concentre tous les pouvoirs et qui ensuite les délègue à un bureau et le bureau à un président. Donc, très vite, on s'interroge sur la possibilité pour un organe délibérant d'être adapté à la fois à la gestion de fédérations très importantes, mais également adapté à la gestion d'activités qu'on va qualifier de nature commerciale, surtout dans cette maison, puisque organiser des spectacles, organiser des matchs, c'est quand même, ça s'approche beaucoup plus d'une activité commerciale que d'une activité de formation ou que de la gestion du sport au fin fond de nos provinces. Donc, il y a une véritable interrogation sur l'adaptation de ce modèle, qui est le modèle le plus couramment répandu. Et Jean-Jacques Anceau, monsieur le professeur, votre opinion d'universitaire là-dessus. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Oui, sur cette question, il me semble qu'il y a un point qui est assez intéressant et si on regarde un petit peu ou si on observe les statuts, notamment de certaines fédérations, Fédération française de football ou Fédération française de rugby, on s'aperçoit, et c'est le cas pour la Fédération française de football, et c'est son article 22, que le président dans une telle organisation a une simple attribution de représentation et d'animation. Autrement dit, il a sur le plan juridique, et si on s'en tient au texte, enfin si on s'en tient au statut, assez peu de pouvoir en réalité. Et effectivement, le pouvoir appartient principalement au comité exécutif, en l'occurrence pour la Fédération française de football, c'est l'article 18, et qui attribue les pouvoirs d'administration, de direction et de gestion à ce comité exécutif. Je pourrais avoir exactement le même raisonnement et suivre le même raisonnement pour la FFR, pour la
Fédération française de rugby, où c'est, vous voyez, le même agencement. C'est-à-dire qu'il y a cet organe exécutif qui se voit doté de l'intégralité des pouvoirs au terme des statuts, et finalement, le président lui-même en a assez peu. Il se fait pourtant qu'il y a un décalage entre cette analyse des statuts et la pratique, puisque on s'aperçoit qu'il y a énormément de délégations de pouvoir, et vous l'avez dit, au bureau, et avec une activité principale ici du président. Alors, pour savoir si c'est adapté, je pense qu'on peut raisonner en deux temps. Le premier temps, c'est de dire que finalement, il est toujours assez compliqué, et on l'a vu en matière d'entreprise, qu'un organe collectif, un organe délibérant, puisse prendre des décisions immédiates et rapides, surtout au regard de la périodicité de ces réunions. Et donc, de ce point de vue, il est assez logique qu'il y ait des délégations de pouvoir, en particulier au président. Ça se comprend parfaitement dans une finalité d'efficacité, si on recherche une efficacité. Pour autant, la limite, me semble-t-il ici, c'est que on se retrouve avec un président qui va de fait concentrer l'ensemble des pouvoirs. Et là, on peut être exposé à un certain nombre de risques, et l'actualité les a révélés, me semble-t-il. Donc, c'est vrai que peut-être cette organisation mériterait de trouver un point d'équilibre, peut-être un petit peu différent, me semble-t-il. Un petit peu différent, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est un peu déséquilibré. Oui, il me semble que si on regarde, en tout cas si on observe ces statuts, moi j'ai été assez frappé en tant qu'universitaire de voir qu'effectivement ces comités avaient de grands pouvoirs, en tout cas si on s'en tenait au statut, alors que dans les faits, on s'aperçoit que en raison du jeu de ces délégations de pouvoir et de l'omniprésence des présidents, et ce sont plutôt eux qui ont la main sur les questions de gestion quotidienne. Alors, c'est vrai que c'est aussi la manière dont peuvent fonctionner un certain nombre d'entreprises, avec finalement une concentration des pouvoirs, mais on y reviendra ensuite. La différence que moi je peux percevoir, c'est qu'il y a un certain nombre de garde-fous et, j'allais dire, une responsabilité réelle qui est assez forte, me semble-t-il. Merci. Je vais partager cette lecture. Alors, étant donné qu'on est effectivement dans une salle d'audience, je vais en profiter pour avoir un point de vue contraire. On va essayer d'épicer un petit peu tout cela. Et je vais repartir du départ. Le premier point, c'est la défaillance d'un ou de plusieurs hommes, des présidents de fédération. Mais est-ce que l'on doit partir du postulat que parce que un ou plusieurs hommes sont défaillants, est-ce que ça signifie ipso facto que le système, que la structure elle-même est défaillante? Moi, je ne suis pas certaine que le lien soit aussi direct que ça, parce qu'en réalité, on pourrait se retrouver avec le meilleur système du monde à partir du moment où on a une ou plusieurs personnes qui décident de les utiliser à mauvais escient. Effectivement, on se retrouverait en difficulté. Alors, qu'est-ce que cela signifie, à mon sens, parce qu'effectivement, j'ai la double casquette avocate et faisant effectivement partie d'un organe déconcentré, donc j'ai aussi la petite vision de l'intérieur, c'est qu'en réalité, ça signifie peut-être autre chose et une question peut-être plus profonde et dont on va certainement parler un petit peu plus tard, c'est de se dire qu'en réalité, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait changer, mais des choses pas nécessairement structurelles. Ça peut être en termes de mentalité. Ça permet d'arriver sur les problématiques de professionnalisation du sport, notamment, mais également de formation. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer le système. Tout système doit nécessairement trouver à s'améliorer. Donc, si on revient sur l'exemple de la Fédération française de football, je trouve que, au contraire, on va dire que la répartition des pouvoirs n'est pas si mal dessinée que cela. Parce qu'on se retrouve avec trois organes principaux. On a l'Assemblée fédérale, on a le comité exécutif et on a la haute autorité du football. Alors, les attributions de l'Assemblée générale sont assez claires, notamment l'Assemblée générale
doit définir, doit orienter et doit contrôler la politique générale de la fédération. De son côté, le comité exécutif doit administrer, diriger et gérer la fédération. Et enfin, le président est simplement là pour représenter la fédération. On se rend compte uniquement à la lecture des textes que ça pourrait totalement fonctionner. Sauf que la réalité est tout autre. Et c'est là où effectivement je rejoins mes collègues avec un président qui fait beaucoup plus en réalité que simplement représenter la fédération dans tous les actes de la vie. Donc c'est là où on se rend compte qu'il y a en réalité une différence entre le texte, la manière dont il pourrait être appliqué et la manière dont il est appliqué plus concrètement sur le terrain. Mais ce sont des problématiques, on va dire, dont le politique, et on aura l'occasion de revenir sur le politique, mais ce sont des problématiques dont le législateur, plus largement, s'est attaché à... En tout cas, faire avancer les choses, avancer la gouvernance, notamment avec la loi pour le sport de 2022, qui est intervenue sur deux sujets importants. La première, la question du collège électoral, notamment pour pouvoir aider et faire en sorte que l'on se retrouve avec, on va dire, des électeurs qui vont être le plus représentatifs possible. Donc, ça montre bien, effectivement, qu'il y avait des questions de gouvernance pour lesquelles, effectivement, ils ont décidé de se saisir. Et le deuxième concerne la question de la parité et de la féminisation de ces instances. Donc, voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci Joël. On va peut-être aborder la deuxième question, à moins que Benjamin, que tu veuilles rajouter quelque chose, non? Moi, si tu me donnes l'occasion, oui, je la prends. C'est la problématique, mais 19h15 va arriver vite. Non, oui, j'avais envie d'ajouter quelque chose. Je rejoins Joëlle Montlouis quand elle dit que de toute façon, quel que soit le système, si on a des hommes mauvais à la tête, ou des femmes mauvaises d'ailleurs à la tête du système, il ne sera pas efficient. Je la rejoins aussi lorsqu'elle dit qu'il y a la haute autorité du football au football qui a un rôle de contrôle. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est on a, pour faire simple, 120 fédérations en France et que toutes ne peuvent pas caler leur système d'organisation sur celui du football. Et celui du football se justifie parce qu'on est sur 2 millions de personnes dont il faut organiser l'activité, 2 millions de licenciés, 13 000 clubs, un budget exponentiel avec des marques, des droits télé, etc. Mais pour reprendre l'exemple du hockey sur glace que je citais tout à l'heure, on n'est pas du tout sur ces montants-là. Le hockey sur glace, pour vous donner un exemple, c'est un sport dans lequel on est obligé, enfin le business model ne tient que sur les entrées dans les patinoires. Et pour augmenter les entrées dans la patinoire, on a décidé chaque saison de faire 2 allées, 2 retours, 2 matchs aller, 2 matchs retour. Ça veut dire que donc les clubs se déplacent 2 fois contre chacun de leurs adversaires. Donc ça garantit effectivement des recettes billetterie et on voit bien que leur problématique, elle ne peut pas du tout être la même puisqu'il faut faire voyager 22 gaillards dans des cars, puisqu'il faut limiter les coûts, la nuit pour limiter l'incidence des trafics, pour aller de Angers à Grenoble, par exemple, ou à Rouen. Donc, évidemment, on est dans des problématiques différentes et il faut avoir ça en tête pour se dire, enfin, pour se poser même une question plus large, est-ce qu'il revient aux législateurs ou aux techniciens d'imposer un système unique dans lequel chaque fédération devrait entrer? Voilà. Bien. Il y a quand même un point sur lequel vous êtes à peu près plus d'accord, c'est que vous ne remettez pas en cause la légitimité du vote démocratique par les assemblées, des comités, qu'ils soient directeurs ou exécutifs. Alors, on rentrera donc pas dans ce débat. En revanche, on peut quand même se poser des questions sur les résultats. Et notamment, est-ce que ça ne pose pas des problèmes en termes de compétences, même de culture d'ailleurs, parce que qui se présente aux élections, est-ce que puisque tu as la parole, Benjamin, est-ce que tu réagis là-dessus? Oui, alors, historiquement, les fédérations, comme ce sont des associations loi 1901, sont évidemment des bénévoles qui les dirigeaient. Donc la culture de chaque sport, la culture de chaque organisation tient quand même beaucoup sur l'idée qu'il y a un engagement gratuit
pour l'organisation de compétitions sportives, et puis après tout ce qui va à côté. Sauf que tout ce qui va à côté est devenu extrêmement large, et que, bon, pour dire les choses entre des gens qui avaient une passion et du temps, comme beaucoup des gens de l'éducation nationale, des retraités, etc., qui organisaient le système des fédérations, et aujourd'hui un système dans lequel l'Agence française anticorruption débarque dans la fédération pour voir quels sont les circuits de désignation des partenaires financiers, des sponsors, etc. On est en train de faire le grand écart. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout acculturés à l'idée de protéger contre la prise illégale d'intérêt, la définition de chacune de ces infractions, et qui ne sauraient pas comment organiser en interne la lutte contre les comportements qui donnent lieu à ces infractions, et une volonté maintenant du législateur et une obligation aussi de répondre à des impératifs, notamment dans les grands événements sportifs et pour les compétitions un peu d'importance, qui imposent d'avoir un cadre très strict. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité d'aller vers la culture et donc la formation des dirigeants sportifs, avant de penser même au comité d'audit organisationnel, etc., au moins que chaque dirigeant élu sache ce que c'est qu'une prise illégale d'intérêt, un détournement de biens publics et la corruption. Monsieur le professeur, vous partagez l'optimisme sous-jacent au propos de Benjamin? Ah oui, non, mais moi, je suis un grand optimiste aussi. Non, je pense que Benjamin a tout à fait raison d'insister sur ces questions de formation, et qu'elles sont, à mon avis, tout à fait essentielles. Et d'ailleurs, ça pourrait être vraiment un axe de réflexion important pour l'avenir. Ensuite, ce qui est toujours un petit peu délicat, c'est que à partir du moment où on a des structures, où on pose des règles de pouvoir et de compétences, et qu'on raisonne, nous, en juristes, il est évident que le dépassement de ces pouvoirs ou des irrégularités qui seraient commises ont vocation à être sanctionnées, quand bien même le dirigeant, ou en tout cas le président, serait bénévole. Et c'est un petit peu, c'est une difficulté. Je vous suis quand vous dites qu'il faut sans doute passer par un changement de mentalité, mais il est vrai que et qu'on ne peut sans doute pas traiter toutes les fédérations de la même manière, mais il n'en demeure pas moins que c'est assez difficile. Alors, en termes de responsabilité, d'ailleurs, en responsabilité civile notamment, le juge connaît cela, hein. On peut très bien avoir une appréciation de la faute qui peut être différente selon la qualité peut-être du président ou du dirigeant, hein. Mais en tout état de cause, on risque de heurter quand même à ces difficultés, qui est que si on pose des règles à condition, c'est une autre question, qu'elles soient suffisamment claires, si ces règles sont dépassées et s'il y a une irrégularité qui est commise, il faut la sanctionner, ne serait-ce que pour assurer un effet prophylactique à la règle. Oui. On avait prévu de la responsabilité, donc je rebondis sur ce que vous venez de dire, en fait, parce que pour mettre en cause la responsabilité, en général, il faut des textes précis. Or, l'un des constats qu'on peut faire, c'est que les textes manquent beaucoup de précision. Comment sanctionner quand les textes manquent de précision? Enfin, du moins en termes de responsabilité civile. La responsabilité pénale, c'est autre chose. C'est peut-être d'ailleurs les exemples qu'on a évoqués, c'est qu'on est allé au pénal, mais on aurait pu rester au civil, mais y avait-il une matière à sanctionner au civil? C'est pas facile. Oui. Alors, très rapidement, oui. C'est vrai que traditionnellement en civil, on a une appréciation de la faute qui serait une appréciation in abstracto, c'est-à-dire que ferait le président de fédération, j'allais dire, suffisamment diligent ou moyennement diligent dans la même situation. Et on serait amené à comparer les deux types de comportements pour savoir s'il y a eu un écart ou pas, afin de caractériser cette faute. Mais on comprend bien, et peut-être je vais laisser la parole à Benjamin sur ce sujet, mais dans le cadre d'une discussion qu'on avait un petit peu avant, qu'il avait parfaitement mis en exergue, c'est que c'est aussi une question de culture. C'est-à-dire qu'il est vrai que des actions en responsabilité civile trouvent peut-être moins leur place, pardonnez-moi, dans ce domaine, que effectivement des actions en responsabilité pénale où là, on se sent obligé de les dénoncer et de les poursuivre. Mais peut-être, Benjamin, vous avez des...
Oui, non, on avait cette discussion, mais vous en avez fait un résumé parfait. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai qu'il y a une culture dans les fédérations sportives aujourd'hui qui est de se dire je ne vais pas remettre en cause le système dont j'hérite quand je suis nouvel élu d'un point de vue civil ou commercial. En revanche, si j'identifie quelque chose qui, de près ou de loin, ressemble à une infraction, on a une très forte culture de l'article 40 maintenant dans les fédérations. Donc, on saisit le parquet et on se dit finalement, si quelqu'un fait le boulot à ma place et trouve que mon prédécesseur a commis une infraction, eh ben, je vais le laisser faire. S'il dit qu'il n'y a rien, mais au moins on ne me reprochera pas d'avoir saisi le parquet sur une crainte qui était la mienne. Et c'est vrai qu'on a cette problématique, enfin on a cette problématique. Non, je pense qu'aujourd'hui, une fédération, une mission de service public, est-ce que c'est une autorité constituée au sens de l'article 40 du Code de procédure pénale? On peut se poser la question, mais aujourd'hui, je crois que c'est rentré dans les mœurs. Les fédérations utilisent l'article 40 et c'est tant mieux, notamment dans les violences sexuelles, dans les violences, les discriminations raciales, etc. Elles le font maintenant aussi d'un point de vue financier, économique et financier. Parfois, on peut se demander s'il n'y a pas des solutions plus simples, comment dire, plus frontales aussi avec leur adversaire, pour dire, voilà, vous nous avez mis dans une situation qui nous met dans une situation économique difficile, et ben vous devez en assumer les conséquences. Ça, on n'en est pas du tout là. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout dans le monde de l'entreprise, dans la mentalité. Bien. Je vais faire un bref retour en arrière, puisque tout à l'heure on disait qu'on ne remettait pas en cause la légitimité démocratique qui permet au comité directeur ou au comité exécutif d'être investi des plus larges pouvoirs. Quand même, aujourd'hui, il y a ce qu'on a qualifié de surreprésentation de la liste vainqueur aux élections. Cette surreprésentation, donc un mot d'explication, c'est la liste qui arrive en tête aux élections se retrouve avec automatiquement un nombre d'élus plus important que la simple proportionnalité qui résulte des élections pour lui permettre d'avoir une majorité pour gérer la fédération. Cette surreprésentation donc, fait l'objet d'un certain nombre de critiques. Et si je me réfère aux auditions de la commission d'enquête parlementaire, parce que vous savez que sur ces sujets, il y a une commission d'enquête parlementaire, cela a été évoqué et le ministère des Sports a défendu l'idée qu'il fallait revenir à peut-être un peu plus de raison pour que la majorité ne soit pas écrasante au profit de la liste qui a été élue. Joël, je vois que tu révises. Quel est ton avis là-dessus? Non, je ne révisais pas, je notais attentivement ces éléments. Effectivement, il n'y a pas de question de légitimité, mais il y a peut-être effectivement une question de représentativité dans les deux sens. D'abord, bien entendu, on n'y pensait pas nécessairement au niveau du corps électoral. Parce que si on prend l'exemple de la Fédération française de football, on se retrouvait avec un corps électoral qui était jusqu'à il y a peu composé, alors c'est une proportion de 40-60, donc 40% par les clubs professionnels et 60% par les organes déconcentrés, les ligues, districts notamment. Donc on se rend bien compte que dans ce ratio n'apparaissent pas, en tout cas pas directement, les clubs qui font partie des principaux et des plus directement intéressés. Donc, à la suite de la loi de 2022, si on prend l'exemple de la Fédération française de football, il y a eu une modification du dit corps électoral pour proposer quelque chose de beaucoup plus égalitaire, on va dire, entre guillemets, avec 33% en termes de voix qui vont représenter les organes déconcentrés, 33% qui vont représenter le football professionnel, et on a les 33% qui vont représenter cette fois-ci les clubs. Donc on voit bien que en termes de représentativité, on avait, alors je ne sais pas si on peut dire une difficulté, mais en tout cas on avait un acteur qui était très important, qui n'apparaissait pas directement, et ça pouvait ensuite avoir une incidence pour la suite. Donc le fait d'avoir, ça c'est vraiment très très récent pour la Fédération française de football,
dans mon exemple, c'est vraiment très, très récent, mais ça va permettre effectivement de faire émerger un équilibre totalement différent et qui sera profitable à la fédération et à la diversité dans son expression. Ensuite, concernant les listes, ça c'est la liste élue et ensuite la représentation que l'on va avoir dans les différentes commissions, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi ailleurs que dans le sport, finalement. En réalité. Alors, est-ce que c'est un mouvement naturel de l'homme avec un grand H pour permettre justement de tuer dans l'œuf toute opposition, toute contestation finalement, et pour permettre de dérouler dans la meilleure des façons possibles son programme? Ça, c'est quelque chose que l'on pourrait entendre, mais pour autant, le fait de ne pas avoir d'opposition, en tout cas qui ne puisse pas être audible, ça c'est effectivement un problème pour l'intérêt général et pour l'équilibre de la balance de la fédération. Merci. Tout à l'heure, le président Netters, dans son introduction, se faisait l'écho d'un certain nombre de soucis exprimés ces derniers mois d'un ministre qui aurait voulu voir évoluer un certain nombre de choses dans certaines fédérations et qui n'arrivait pas, si j'ai bien compris votre remarque, qui n'y arrivait pas. Or, cela a été rappelé tout à l'heure, les fédérations sont délégataires de services publics. Donc, normalement, elles doivent avoir un certain nombre de moyens pour être contrôlées par le ministère des Sports. Mais il y a aussi un principe de non-ingérence. Donc, comment concilier ce principe de non-ingérence avec un pouvoir, peut-être, au moins dans les cas les plus graves, un pouvoir d'intervention de l'État? Monsieur le professeur. Oui, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a une tension très forte entre ces deux principes, et vous avez eu raison de le rappeler. Hein. On a ce principe de liberté qui normalement doit irriguer l'association, cette idée de non-immixtion de l'État ici, et il n'en demeure pas moins qu'on est dans une situation de délégation de service public. Alors, là encore, me semble-t-il, c'est toujours la difficulté de trouver un petit peu un point d'équilibre. Est-ce qu'on pourrait permettre ou donner à l'État un certain nombre de pouvoirs supplémentaires pour assurer un contrôle? Est-ce que finalement ce contrôle n'est pas mieux assuré par d'autres organes, et peut-être pour le dire autrement, par un certain nombre de comités, et notamment ces fameux comités d'éthique sur lesquels sans doute nous allons revenir? C'est vraiment, à mon sens, une question effectivement de point d'équilibre, avec encore une fois cette difficulté, c'est que, et ça a été dit très bien tout à l'heure, on ne peut pas traiter toutes ces fédérations de la même manière. C'est-à-dire que, en raison de leur taille, de leur volume, d'ailleurs de leur place dans l'économie, il est vrai que il faudrait presque faire un peu du cas par cas, et ce cas par cas, j'ai envie de dire, on peut très bien y arriver par et des dispositions légales ou par des modèles types de statut dont on parlait tout à l'heure. Ouais, je crois que tu veux intervenir là-dessus. Oui, donc en complément, parce que je sais que Benjamin va nous faire une belle conclusion. En complément, juste sur cette question de la neutralité politique, parce que c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Et je vais reprendre aussi l'exemple de la fédération que je connais le mieux, qui servira d'exemple de toutes les manières. Je vous reprends l'article des statuts de la FIFA, Fédération internationale de football, qui est l'instance fêtière du football dans le monde, et donc de la FFF, qui indique en son article 4.2 des statuts: la FIFA demeure neutre en matière politique. On retrouve également cette question de la neutralité politique dans la charte du CIO. C'est la règle 2.5 qui indique, en reprenant les différentes missions du CIO,
doit notamment agir dans le but de renforcer l'unité du mouvement olympique et de protéger son indépendance, de maintenir et promouvoir sa neutralité politique et de préserver l'autonomie du sport. Donc si avec tout ça, on n'a pas compris qu'il faut effectivement éloigner, entre guillemets, hein, parce que c'est un principe le plus possible, le politique, moi, là, ils ont été clairs sur cette question de la non-interférence. Et c'est un principe qui est non seulement écrit, mais si on continue dans le football, et notamment, je vais vous donner des exemples hein, de fédérations de football étrangères que je peux accompagner dans certains pays. La FIFA a considéré que l'interférence politique qui consistait à ce que le ministre des Sports ne soit pas content que telle ou telle personne soit élue ou qui conteste la régularité des élections, ben, la sanction a été de mettre sous tutelle purement et simplement la fédération, donc sous tutelle. La FIFA enlève tous les pouvoirs aussi bien au comité exécutif qu'au président de la fédération, etc. Et on a un comité de normalisation de personnes qui sont nommées pour un certain temps pour pouvoir faire avancer la fédération le temps que les choses avancent. Donc on voit bien que cette problématique de l'immixtion, si on dépasse justement ce point d'équilibre, en tout cas certains ont essayé, malheureusement à leurs dépens, et se sont retrouvés dans des commissions, dans des comités de normalisation. Donc, il faut concilier d'une part avec ce que l'on a au-dessus de la tête en national et aussi les règles auxquelles la fédération, de toutes les manières, doit s'astreindre. Par contre, on verra qu'en réalité, il y a le texte, l'esprit du texte et la réalité, à savoir que finalement, on se retrouve avec un sport qui est de plus en plus utilisé de façon politique, que ce soit pour des raisons de soft power, on a vu pour certains pays en termes de rayonnement. Donc c'est assez contradictoire d'une part dire bah non, il y a une non-immixtion totale, on ne veut pas voir le politique. En même temps, on peut se retrouver avec des fédérations internationales comme la FIFA hein, qui vont prendre position purement et simplement sur des sujets politiques et en même temps encourager certains à utiliser le sport comme un soft power. C'est pas très nouveau. Hein. Il me semble qu'Hitler avait commencé au Jeu de Berlin. Exactement. Un petit mot là-dessus. Oui, rapidement, on voit moi de toute façon qu'il y a une évolution, parce que pour poursuivre ce que disait Joël Montlouis, on a bien vu la FIFA très récemment réagir fortement quand le président de la fédération espagnole, de football espagnol, a embrassé une joueuse de l'équipe nationale. Et là, l'État espagnol était vent debout contre ce président qui n'attendait qu'une chose, c'est qu'il démissionne, et la FIFA est carrément intervenue pour ouvrir une procédure disciplinaire contre lui, et ça a effectivement fait bouger les choses. Donc il y a quand même des lignes qui sont en fonction des thèmes abordés et des situations qui sont en train de bouger aujourd'hui. Là où je suis plus critique, et là je vais un peu jeter un pavé dans la mare, je comprends que les Français ont été choqués, embêtés par le fait que des présidents de fédérations successifs, l'un parce que il y avait on avait découvert au sein de sa fédération des violences sexuelles qui avaient été commises depuis de nombreuses années et que lui-même n'était pas suffisamment intervenu sur cette période. Un autre parce qu'il avait été condamné en première instance pour des infractions pénales, et un troisième parce qu'il avait des échanges avec des proches qui semblaient dépasser le cadre de la déontologie. Les Français sont émus et se disent pourquoi l'État fait rien ? Pourquoi ces individus ne sont pas tout simplement écartés de leur pouvoir ? Et donc on a complètement balayé, d'une part le fait que, sauf erreur de ma part, il y a au gouvernement des individus. Alors chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on nous dit cette fois, le cœur sur la main, s'il y en a un qui est mis en examen, je vous assure, il démissionnera. Ou s'il y en a un qui est mis en cause dans une affaire pénale, je vous assure, on démissionnera. Bon, on a vu que ça n'évolue pas, ça. Deuxième temps de réflexion, et là encore c'est un pavé dans la mare, c'est l'État a délégué une mission aux fédérations qu'en fait l'État n'est pas capable d'organiser lui-même. Donc c'est des sports qui se créent, on l'a vu encore récemment avec des sports modernes très récents. Le sport se crée, il se pratique parfois même dans la rue, on organise une pratique, on organise des compétitions, et quand l'État se dit c'est en train de prendre une ampleur, il dit tiens,
l'organisme qui organise ces sports, je vais lui donner la délégation. Et tout d'un coup, cet organisme se retrouve avec la chape de plomb de devoir répondre à l'État sur tout un tas de problématiques. Et l'individu qui est président de la fédération en question, bah, il a les obligations qui pèsent sur lui, mais qui sont aussi des obligations morales maintenant. Alors moi, ce que je préconise, c'est qu'on reste quand même dans l'idée qu'on est sur des associations de loi 1901, et j'y tiens, que l'État peut pas être partout et intervenir partout, que ces associations de loi 1901, si elles sont bien organisées, elles peuvent arriver à faire écarter les individus qui sont malveillants ou qui ont une déontologie défaillante. Et pour ça, il y a le comité éthique maintenant qui est quand même bien établi dans les fédérations. Et puis, il suffit de mettre en place des organismes internes qui peuvent engager des enquêtes. Alors évidemment, il faut que ce soit des organismes indépendants au pouvoir élu au sein de la fédération, mais c'est faisable et ce sera plus efficace que de dire qu'une ministre ou un ministre viennent dire « lui, j'en veux plus, on le sort ». Je ne crois pas que ce soit une façon de réagir. Dernier point de réflexion là-dessus, je rappelle que le ministre n'a pas de pouvoir d'écarter un individu. En revanche, il a l'arme atomique, le ministre. Il peut retirer la délégation. Qu'est-ce que ça veut dire retirer la délégation? Par exemple, pour une fédération comme la boxe, disons, qui a 60% de son budget qui lui vient de l'État, oui, là, c'est la mort du sport. Retirer sa délégation à la Fédération française de foot, où les subventions ne doivent représenter aujourd'hui que 1% de son budget, on voit l'impact donc de l'intervention de la ministre sur les affaires du sport, et notamment du football, par rapport au poids réel de l'État dans la gestion économique de la fédération, qui est très désuet. Donc voilà, j'ai jeté ces pavés dans la mare. Ça me fait une très bonne transition parce qu'on a relevé un certain nombre d'insuffisances dans les statuts et dans les pratiques. On pourrait aussi se poser la question des voies d'amélioration. Parmi les voies d'amélioration qui viennent à l'esprit, quand on vous écoute, il y a notamment un besoin de contrôle. Or, aujourd'hui, on constate que l'organe collégial qui a la responsabilité de gérer la fédération est aussi celui qui, normalement, a la possibilité de contrôler, donc de se contrôler lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas là une réflexion à conduire qui sépare davantage, à la fois dans les statuts ou par des commissions, davantage la gestion du contrôle? Le professeur a-t-il une idée sur ce problème de structure? Oui, je pense que là encore, peut-être qu'on peut passer par des statuts types qui seraient un peu repensés de ce point de vue. Peut-être de petites choses. À la fois la question peut-être de vraiment donner la possibilité de créer des organes de contrôle ad hoc avec des pouvoirs corrélatifs importants. Et dans ce contexte-là, d'avoir une composition de ces organes qui soit, ça rejoint peut-être une des idées qu'on avait, qui a été évoquée tout à l'heure, peut-être soucieuse de représenter ou de donner leur place à certaines minorités, et notamment à ceux qui ont peut-être perdu ces fameuses élections. Et puis, cette composition pourrait aussi tenir compte ou en tout cas favoriser l'intervention de membres extérieurs voilà, qui pourraient être parfaitement indépendants. Ça pourrait être une piste de réflexion qui, moi, me semblerait assez intéressante. Et ce serait simplement une question organisationnelle, si je puis dire. Vous avez appris l'euphémisme parce que c'est quand même ça serait assez nouveau dans les statuts des fédérations. Je ne connais pas de fédération aujourd'hui qui soit allée aussi loin dans cette loi. Mais c'est peut-être, et ça rejoint ce qui a été dit également, peut-être de changer un peu de culture. Alors, à mon avis, la question, c'est une question de vitesse, si je puis dire. Est-ce qu'il faut modifier les choses de manière un peu radicale en repensant cette organisation de manière assez stricte, ou laisser peut-être un peu plus de liberté et plutôt, avec une méthode plus douce, essayer d'inciter ces fédérations à créer des organes elles-mêmes avec des pouvoirs particuliers? L'air du temps plutôt à des organes indépendants les uns des autres. Oui, absolument.
Non, mais ça, je pense que de toute façon, et d'ailleurs, on le sent, que ce soit voilà, dans le développement du monde de l'entreprise, du droit des sociétés, il y a quand même toujours ce mouvement de dire qu'on veut aujourd'hui, pour des raisons d'ailleurs qui touchent aussi à la morale et à l'éthique, avoir une organisation dans laquelle on ait un organe de contrôle qui soit ad hoc et pensé comme tel, et dont la mission est précisément d'assurer ce contrôle. Et je pense que c'est un mouvement d'ailleurs assez général qui dépasse la question qui nous occupe, et y compris d'ailleurs qui dépasse le droit des sociétés, mais qui touche les organisations de manière assez générale. Quand je vous écoute, monsieur le professeur, j'ai quand même l'impression que si on allait dans cette voie, ça veut dire qu'on constate que ce qui se fait actuellement, parce qu'il se fait quand même un certain nombre de choses actuellement, il y a des commissaires aux comptes, il y a des comités d'audit, il y a des obligations de rapport annuel sur un certain nombre de sujets, mais vous pensez que c'est insuffisant ? Moi, il me semble que, encore une fois, tout est un peu une question de mesure, et je reviens à l'idée qui était développée précédemment, c'est que, encore une fois, peut-être pourrait-on avoir à l'esprit un certain nombre de seuils, vous voyez, qui permettraient de ne pas traiter exactement de la même manière chacune des fédérations et de tenir compte de leur taille, vous voyez, et du volume et de leur place d'ailleurs dans la vie des affaires. Mais je pense que déjà, il y a une amélioration sans doute très nette qui a été faite par les mécanismes de contrôle qui existent aujourd'hui. Mais me semble-t-il, on pourrait aller un peu plus loin, et surtout pour les grandes fédérations. Benjamin. Oui, alors on voit que les grosses fédérations, quand même, enfin les grosses fédérations, j'aime pas trier de cette manière. J'ai été élevé au comité olympique où il n'y a pas de petites et pas de grosses fédérations. Mais on voit que celles qui ont le plus d'impact dans les médias, disons, et qui du coup ont aussi les plus gros budgets, ont pris la voie puisque au foot, il y a un comité d'audit interne. Au tennis, sauf erreur, il y a un comité des risques. Et c'est assez marrant quand on va sur le site internet de chacune des fédérations de voir quelle est la priorité, donc quelle est la culture justement. Quand on parle du comité d'éthique dans certaines fédérations, on est très axé sur le conflit d'intérêts, puisque c'est une des missions du comité d'éthique, lutter et prévenir les conflits d'intérêts. Et on est vraiment dans cette recherche-là d'apporter une idée de résoudre ces difficultés. Et à l'inverse, dans certaines fédérations comme l'escrime, j'ai vu tout à l'heure, là, je suis allé voir leur site internet par curiosité, et c'est vrai que le comité éthique, il est très porté sur les violences sexuelles, en tout cas facialement. Ça ne veut pas dire qu'il ne traite pas aussi des questions de conflit d'intérêts, mais on voit que ce n'est pas leur priorité première. Et je pense aussi que c'est une question effectivement de taille, d'importance budgétaire, etc. Donc les priorités ne vont pas être les mêmes. Mais la difficulté à laquelle on va se heurter, au-delà de la problématique de seuil, effectivement, moi qui me semble hyper intéressante, c'est-à-dire que certaines doivent avoir à minima des commissions, des comités internes, des comités d'enquête indépendants. Ce qui me semble important, c'est de savoir où on va trouver les gens qui vont composer ces commissions. Et on a un gros problème aujourd'hui de recrutement, puisque tout ça, c'est des fonctions bénévoles, hein, il faut le rappeler. Alors, on a le comité olympique qui est représenté ce soir et qui fait déjà beaucoup pour essayer d'équiper en termes de plans de formation et puis d'essayer de trouver des gens qui ont la vocation à entrer dans différents comités. Moi, une des idées qu'on avait évoquées à la fois sur les violences sexuelles, mais aussi sur ces questions éthiques, financières, c'est d'avoir peut-être un organe central qui puisse être utilisé par les plus petites fédérations en disant j'ai pas besoin de créer mon comité d'éthique, j'en aurai un à disposition. Alors est-ce que ce sera une des propositions du comité, des travaux sur les comités d'éthique qui sont en train d'être portés par Marie-Georges Buffet et son comité? Ça, je le sais pas, mais ça me semblerait être important parce que c'est très bien de vouloir faire plus, mais faire plus, ça veut dire plus de monde encore. Et on a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles. Juste effectivement un tout petit mot en complément.
Je pense que évidemment, hein, le fait d'aller vers des systèmes qui sont plus vertueux parce que on va améliorer la séparation des organes, on va améliorer le contrôle, on va faire un certain nombre de choses, c'est évidemment nécessaire. Mais pour autant, on ne pourra pas faire, à mon sens, l'économie de cette acculturation, finalement, de ce changement de mentalité, de cette professionnalisation, parce qu'en réalité, on aura beau faire, finalement, et mettre en place tout ce que l'on veut. Hein. J'ai donc une très belle Ferrari. Si on n'a pas le permis, eh ben, on est bien embêté, en réalité. Et on se retrouve avec, à mon sens, un certain nombre de lacunes en termes de formation que la simple légitimité de l'élection ne saurait effacer. Je prends note de ce que tu viens de dire, mais on parle de comité, on parle du rôle très important qu'on pourrait leur attribuer, et leur existence permettant de faciliter les évolutions. Mais comment on va garantir l'indépendance de ces comités? C'est quand même un véritable sujet. Des comités d'éthique, d'ailleurs, des commissions régaliennes en général. Là-dessus, c'est la problématique. On a un exemple très concret avec les commissions de discipline, par exemple. Historiquement, les commissions de discipline, c'est l'équipe dirigeante qui désigne, l'équipe dirigeante en place qui désigne les membres des commissions de discipline, qui sont des membres indépendants en majorité, donc, et on va les chercher à l'extérieur, mais on va quand même les chercher. Et à chaque nouveau mandat d'une équipe dirigeante, on redésigne une nouvelle équipe de commission de discipline. Alors ça, il faut évidemment faut mettre fin à ça. Je crois que ça, c'est dans les tuyaux, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire que déjà, il faut que la désignation se fasse de telle sorte qu'il n'y ait pas de corrélation entre une équipe en place et des commissions. Sans quoi, on va considérer qu'on fait partie d'une commission parce qu'on est le représentant d'une équipe d'avant, d'après. Voilà. Après, normalement, on sait faire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans le milieu du sport, des commissions indépendantes, il y en a. Les contrôles de gestion, par exemple, aujourd'hui, ils sont organisés, que ce soit au football, au rugby, au basket, au volley et autres, avec des gens qui sont désignés, des commissaires aux comptes, des experts comptables qui sont extérieurs à la discipline sportive. Donc, on sait le faire, on sait aller les chercher, ces gens. La question pour moi, elle est, comme le disait tout à l'heure Joël Moui, c'est la connaissance des dirigeants eux-mêmes de ce que sont les comportements idoines en matière de comptabilité. Je reprends ça parce qu'on en avait parlé la dernière fois, Philippe, mais je vous disais tout à l'heure, les fédérations, elles sont soumises là à des contrôles réguliers de l'Agence française anticorruption. C'est un gros changement. Mais en fait, depuis des années, les fédérations ont connaissance de la Cour des comptes. On sait ce que c'est la Cour des comptes. Elle vient, elle vérifie que la comptabilité est tenue. Bon, ce que les fédérations savent moins, c'est qu'à l'issue d'une procédure Cour des comptes, il peut ne rien se passer, ou il peut se passer une saisine du parquet sur des infractions financières qui ont été dévoilées, et il peut y avoir aussi une saisine de la CDBF, la Cour disciplinaire et budgétaire financière, qui fait que les fédérations peuvent répondre disciplinairement des modalités dans lesquelles elles ont enregistré dans leur comptabilité certaines ressources ou certaines dépenses, comment elles ont passé leurs provisions, etc. Est-ce que les dirigeants de fédération le savent? Je ne crois pas. Même les plus grosses, pour le coup, qu'elles sont soumises à un pouvoir de sanction de la CDBF. On arrive maintenant avec l'Agence française anticorruption et puis on va arriver de plus en plus rapidement sur tout un tas de contrôles. Maintenant, les fédérations doivent faire leur cartographie des risques de corruption. La Fédération française de foot a établi un règlement hyper technique sur les modalités de dépenses au sein de la fédération, quels sont les acteurs extérieurs, etc. Comment leur donner une porte ouverte. Tout ce qu'on doit déclarer quand on a un cadeau s'approchant de près ou de loin de quelqu'un qui pourrait avoir une influence externe sur la fédération. Donc, il y a une évolution réelle de ça, mais encore une fois, c'est très bien pour les très grosses, mais quid des autres? Quel accompagnement elles ont? Quelle formation elles ont? Et moi, ça me semble essentiel aujourd'hui que les dirigeants, quand ils savent que c'est une lourde responsabilité d'être élu à la tête d'une fédération, mais est-ce qu'ils savent que dans ces responsabilités, il y a des responsabilités pénales, civiles et financières, comptables et financières, qui vont avec? Ça, j'en suis moins persuadé. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que en termes de connaissance des nombreuses responsabilités qui incombent aux dirigeants,
n'en ont pas conscience et quand par extraordinaire ils peuvent en avoir connaissance, ça peut aussi être un frein pour pouvoir faire venir des bénévoles. C'est-à-dire d'un seul coup, on demande à quelqu'un de venir pour une action qui est absolument pas rémunérée sur son temps personnel et on commence ensuite à l'accueillir en lui disant, ben voilà, alors en termes de responsabilité, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Au bout d'un moment, il dit, bon, je suis pas sûr je suis pas sûr de venir. Donc, ça aide aussi malheureusement à la crise pour pouvoir avoir des bénévoles et pour pouvoir soutenir, parce que ce sont les bénévoles qui soutiennent en très, très grande partie, si ce n'est en majorité, le sport français. Merci. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de nos interventions. On aurait pu évidemment aborder d'autres sujets, puisqu'il y a un certain nombre de débats autour de cette problématique. On a parlé des fédérations à mission, parce que paradoxalement, les fédérations, contrairement aux sociétés commerciales, ne sont pas rentrées dans cette logique sociétale. On peut parler également, on pourra évoquer dans d'autres débats le rôle de la soft law pour essayer de faire évoluer les choses sans qu'il y ait trop de phénomènes de rejet de la part des milieux sportifs. Moi, quand j'arrive à la fin de ce débat, et avant de vous donner la parole, puisque traditionnellement à Droit et Commerce, il y a des débats avec la salle, je me demande quand même si tout ce qu'on a évoqué, sauf peut-être les problèmes des organes de contrôle, ce ne sont pas finalement des retouches à la marge. Et est-ce que ça correspond aux besoins de refondation de ces associations sportives que sont les fédérations? Je me souviens, quand j'étais jeune spécialiste du droit des sociétés, il y avait eu un consensus en France pour dire le droit des sociétés est dépassé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reforme le droit des sociétés. Et ça avait donné lieu au vote de la loi de 1966, qui aujourd'hui encore est la base du code des sociétés en France. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas à un moment où il faut s'interroger sur une refondation du droit des associations, au moins lorsqu'elles sont délégataires de services publics et lorsqu'elles ont la mission d'être à la fois des organes de formation, de gestion du sport et aussi des entreprises. Parce que on voit mal comment, par des retouches successives, on va y arriver. Mais si je soulève cette question, c'est parce que j'espère que ça va faire réagir la salle. Donc, j'attends la première question dans la salle. Il y a un micro à votre disposition. Donc, Isabelle, derrière vous, il y a un monsieur qui lève la main. Magistrat honoraire de la vice-présidente de la commission de discipline professionnelle. Il y a trois mots qui sont apparus importants: le pouvoir, le contrôle et la professionnalisation. Ma question serait de savoir, est-ce qu'il n'est pas grand temps, tout en laissant la liberté du pouvoir au monde associatif, que le pouvoir soit exercé par des instances professionnalisées et sous la pression éventuellement du droit européen qui va nous l'exiger très prochainement? Est-ce qu'il ne faut pas la liberté d'association et pour toutes les fonctions de contrôle et les comités régaliens, une commission régalienne, eh bien, une indépendance qu'elle manque en apparence pour l'instant. La voie de la professionnalisation, les joueurs se professionnalisent, les arbitres commencent à se professionnaliser. Est-il pas de temps maintenant, comme vous l'avez, monsieur le professeur, déjà évoqué, de professionnaliser des éléments, des organes extérieurs à l'association, indépendance, impartialité et contrôle effectif? Merci. Le débat sur l'indépendance est un débat difficile. Je vais demander à nos orateurs de répondre. Je voudrais quand même avoir une remarque, puisque tu viens de rappeler que tu étais dans une commission de discipline. J'ai aussi siégé dans une commission et les gens qui ont sauvé l'honneur de cette commission en étant commissionnaires
ça veut dire qu'ils ont tous fait preuve de leur indépendance. Monsieur le professeur. Non, monsieur le professeur. Sur les remarques. Non, mais moi, je partage tout à fait votre analyse. Il me semble, mais ça, je crois que la difficulté à laquelle on va se heurter, c'est est-ce qu'on fait un mouvement qui est plutôt un mouvement un peu plus englobant, un peu plus lent, pour tendre vers ce que vous préconisez, et vous avez tout à fait raison, ou est-ce que vraiment on fait quelque chose de beaucoup plus radical en modifiant l'état du droit positif très rapidement. Moi, finalement, en écoutant aussi un peu d'autres points de vue, j'ai le sentiment qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place aujourd'hui. Peut-être que ce mouvement vers la professionnalisation, il est enclenché et petit à petit, il va, vous voyez, on va avancer dans ce sens. Et je ne voudrais pas, vous voyez, peut-être que en proposant quelque chose qui a l'air un petit peu trop théorique, peut-être de mon point de vue, si on se montre très radical soudainement, vous voyez, on risque pas de bouleverser aussi les équilibres qui existent aujourd'hui, vous voyez, que le remède soit plus, finalement, ne solutionne pas véritablement ce à quoi on est confronté. Mais sinon, moi, là où je partage absolument votre analyse, c'est qu'on doit aller vers ce mouvement, professionnalisation, et d'indépendance des organes en question. Ça me semble tout à fait essentiel, parce que de toute façon, et j'en terminerai par là, pardonnez-moi, on sent bien qu'il y a une demande, j'allais dire, d'ailleurs du Kidam à ce sujet-là. On sent bien qu'il y a quand même ce mouvement vers une volonté par rapport effectivement aux affaires qu'il y a pu avoir, même si elles ne sont pas forcément révélatrices absolument de l'état des fédérations en France. Vous voyez, on sent bien qu'il y a ce besoin-là qui existe selon moi. Juste une phrase pour dire à mon ami Philippe que la véritable indépendance, c'est de pouvoir agir sans démissionner. Tout à fait d'accord avec vous. Vous avez relevé les deux points importants qu'on a compris tout au long de cet échange, que sont la professionnalisation et l'indépendance. Donc, je suis membre de commission également, de la commission juridique et discipline de la Ligue de basket professionnelle, la LNB, et je préside la commission d'appel en matière disciplinaire de la Ligue de football. Donc, je me rends compte à quel point cette question de la professionnalisation est importante. On en parle au niveau des fédérations, mais il faut se dire que si on considère qu'il manque des compétences et des formations et de la formation, au niveau fédéral, c'est-à-dire en haut, il faut aussi réfléchir et imaginer ce qui puisse se passer un petit peu plus bas, au niveau des organes déconcentrés que peuvent être les ligues, les districts, etc. Donc, en réalité, il est tout simplement fondamental que cette professionnalisation intervienne avec cette question de la formation et de la connaissance. Moi, je considère que c'est vraiment, vraiment un sujet central. L'indépendance également. Après, comment trouver le bon équilibre? Est-ce que l'indépendance doit venir parce que l'on a pris des personnes extérieures? Je ne sais pas si c'est nécessairement ça. Que signifie une personne extérieure? Voilà. C'est une question. Benjamin. Oui. J'allais faire une blague sur la démission, mais je n'avais pas vu finalement. D'abord, quand même, rappeler une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a quand même une professionnalisation, si on réfléchit aux 30 dernières années, une très grosse professionnalisation des fédérations et des ligues, notamment par leurs salariés. Et on a quand même des gens qui travaillent toute la journée de très grandes compétences dans toutes les fédés, parce qu'elles se sont toutes équipées, franchement, de ce point de vue. Il y a encore 30 ans, il n'y avait pas cette hiérarchisation des missions dans les fédérations et dans les ligues. Et aujourd'hui... Non, mais oui, on a ça, oui, j'en ai bien conscience, mais
il y a 30 ans, c'était aussi le souci. Donc, on a quand même fait du chemin, puisque ces fédérations, ces ligues se sont équipées et que le travail des bénévoles, il est aussi, maintenant, il repose quand même sur une structure d'emplois salariés qui font l'armature quand même de la mission. Et c'est très, très important à rappeler parce que je pense que ça participe du confort de travail quand même des bénévoles. Alors, le confort de travail, c'est pas la rémunération. Donc, j'en viens à mon deuxième point. En matière de commission de discipline internationale rugby, puisque c'est le thème en ce moment, il y a eu une immense commission de discipline avec des joueurs étrangers, donc australiens et britanniques, pour ne pas dire un pays de façon précise. Chacun des joueurs était avec les représentants de sa fédération. Chacun des représentants de la fédération avait mis le conseil qu'il fallait, donc des plus grands avocats britanniques qui sont un peu plus chers que les avocats français. Et on avait évidemment les juristes de l'organisme qui organisait la commission de discipline, le représentant, un peu l'équivalent du parquet pour cet organisme, donc un avocat extérieur qui venait poursuivre les joueurs, et puis un Queen's Counsel, donc un avocat extrêmement émérite en Angleterre, qui était là pour juger de façon bénévole. Et ça faisait 5 ans qu'il faisait ça, mais il avait vu la montée en puissance du nombre d'intervenants autour de la table. Et après une audience de 6 heures et la rédaction d'une décision qui lui a pris 1h30 ou 2 heures en anglais, bon, c'est sa langue, c'est plus facile, il a dit je constate, il a écrit pour dire je constate que je suis le seul autour de la table à ne pas être rémunéré. Le simple fait que je me fasse cette réflexion justifie que j'arrête. Et il a démissionné. Donc, effectivement, quand on est à ce niveau-là, on peut se poser la question. Et alors après, je suis navré de dire ça, mais c'est pas du tout ma culture. Donc, j'ai été élevé à l'école du comité olympique. Il y avait des salariés et des bénévoles. À côté, on avait des missions bénévoles dans des commissions diverses et variées. Elle nous apparaissait normal, nous aussi, de donner notre temps pour faire ça de façon bénévole. Mais on voit bien qu'il y a une évolution, puisque, par exemple, sur ce qui est des violences sexuelles, en ce moment, il y a des fédérations françaises qui prennent des enquêteurs extérieurs qui viennent faire des rapports rémunérés. Ils sont indépendants, hein, ils sont complètement à l'extérieur. C'est des cabinets, notamment il y a de la place pour les cabinets d'avocats hein, sur ces missions d'enquête, sur ces missions d'instruction des dossiers. On le voit dans d'autres thèmes, on le voit aussi sur des problématiques de contrôle de gestion, etc. Donc, on voit bien peut-être qu'on va arriver à cette professionnalisation. Je rejoins complètement Joël Montlouis. Est-ce que c'est adaptable au niveau départemental, régional? À l'évidence, non. En revanche, c'est vrai que dans le secteur pro, semi-pro, on commence à se dire qu'on passe beaucoup de temps quand on est bénévole aujourd'hui à rédiger à participer à des audiences, les préparer et rédiger des décisions. Oui, c'est le problème d'évolution du droit du sport et de la qualification des gens, peut-être non pour les participants qui ne sont pas familiers avec le droit du sport. Je rappelle que depuis déjà de nombreuses années, un certain nombre d'universités ont créé des diplômes spécialisés, il y a Dijon notamment, qui est représenté ce soir. Et puis il y a surtout, elle ne m'en voudra pas, la représentante de l'université de Dijon, de dire qu'il y a le CDES de Limoges, qui est, je crois, aussi très bien représenté ce soir dans la salle, qui ont donné aux fédérations un outil incomparable dans le progrès de la gestion de leurs problèmes, et pas seulement de leurs problèmes juridiques, de tous leurs problèmes de gestion. Il fallait le rappeler puisque nous sommes une assemblée de juristes. Joël, tu voulais rajouter quelque chose? Non? Sur le sujet précédent, sur la professionnalisation. Alors, une autre question. Oui, bonjour, Gachou Chakourigi, avocat. Ma question était, on parle du contrôle
de ces fédérations. La loi de 2022 a effectivement donné des clés, une évolution du fonctionnement des statuts, mais on parle de mission de service public et c'est bien qu'on parle beaucoup de droit privé. On a peu entendu quel était le rôle de l'État, à part la bombe atomique, d'enlever la délégation, dont on sait qu'elle peut faire très bel usage. On voit dans la Fédération de l'équitation ce que ça a pu donner historiquement. La question était, est-ce qu'on pourrait imaginer, ou est-ce que vous pourriez nous donner des pistes d'un contrôle quand même de l'État, qui a quand même un rôle à jouer et qui peut être également, notamment pour des fédérations plus petites que la FF, que la Fédération du football, non seulement un contrôle, mais également une aide, notamment localement, pour éviter à certaines fédérations de se retrouver dans des difficultés économiques des petites fédérations. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans la structuration, dans le fonctionnement, un contrôle de l'État ou une tutelle plus appuyée ou plus pragmatique que simplement le retrait ou pas des délégations et puis la désignation effectivement des directeurs techniques, etc. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais sur le contrôle de l'État, aujourd'hui, on est sur des contrats de délégation, donc il y a des obligations d'un côté et de l'autre, et donc normalement, le suivi est supposé être amélioré. En ce qui concerne le contrôle, il y a l'inspection générale maintenant qui est IG et SR, donc éducation, sport et recherche, qui normalement est plus, comment dire, plus structurée. Il y a un volume plus important d'IG puisque celle des sports a rejoint celle de l'éducation. Et donc finalement, on devrait avoir un œil aussi neuf sur l'organisation des fédérations, les comportements au sein de ces fédérations. C'est vrai que les premiers retours sur les nouveaux rapports IG, les derniers rapports IG sont assez intéressants parce qu'il y a un autre regard. Et puis après, des fédérations qui ont déposé le bilan, il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est vrai que le système prévoit que c'est le comité olympique qui se met à devoir gérer la fédération, mais là aussi, je pense que c'est l'hypocrisie, puisque en réalité, le comité olympique, pour gérer, ça a été le cas par exemple pour l'équitation, pour gérer l'équitation, le comité olympique ne peut pas tout d'un coup devenir une fédération, donc il s'appuie sur les structures existantes, évidemment. Là, aujourd'hui, j'ai pour client un comité régional qui a perdu sa tête dirigeante. On a fait désigner un mandataire ad hoc, mais le mandataire ad hoc, il est bien obligé d'utiliser les membres des commissions de ce comité, les salariés de ce comité, etc. Donc, je ne sais pas quelle est la réponse à cette question, dans le sens où je ne sais pas ce que peut faire l'État aujourd'hui pour être plus proche des fédérations dans leur suivi, pour s'assurer qu'elles ne déposent pas le bilan, par exemple, ou quand elles le font, parce qu'en réalité, il faudrait un nombre de personnes trop important. Les bureaux du ministère des Sports permettent pas en réalité de suivre les fédérations au quotidien. Enfin, en tout cas, ça c'est un avis personnel qui n'engage que moi, mais moi j'ai cette impression-là en fait. Et d'ailleurs parfois, comme on a pour reprendre l'exemple des juristes, comme on a des juristes différents en fonction des fédérations, puisqu'ils ont des portefeuilles de fédérations qu'ils suivent, parfois sur une même thématique, on va avoir des réponses différentes d'une fédération à une autre données par le même ministère. Donc ça, en tout cas, oui, il faudrait l'améliorer, si c'est le sens de votre question. Alors, juste en complément, parce que vous avez commencé votre interrogation en parlant de la loi de 2022. Alors, sans dévoiler de secret les questions que l'on se pose ce soir, ce sont des questions qui se posent aussi à plus haut niveau. Notamment, il y a des travaux qui sont menés au niveau du ministère et par la ministre des Sports. Et cette loi justement de 2022 va donner lieu à un certain nombre de textes complémentaires parce que, comme on l'a finalement mis en exergue, elle est à date incomplète et on va avoir donc, dans les mois qui suivent quelques nouveautés qui vont nous permettre peut-être de refaire un autre colloque, cette fois-ci sur la nouvelle législation. Jean-Jacques. Oui, non, voilà, je fais un tout petit mot, mais alors je ne suis pas pour une judiciarisation absolue de toute chose, mais vous voyez, moi je me posais la question parce que quand il y avait eu ces
débat autour, vous voyez, des critiques qui avaient pu être émise à l'égard du ministre en disant mais les gens avaient l'air très surpris en disant mais pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas forcer un président à démissionner? Et on a compris que c'était effectivement en raison de cette règle de non-émission qui est tout à fait essentielle. Mais non-émission de l'État, ça ne veut pas forcément dire non-émission du juge. Et vous voyez, je me posais la question, en droit des sociétés ou en droit des groupements, on connaît des possibilités pour le juge, s'il est saisi, hein, de révoquer. Alors, en l'occurrence, dans ce qu'on connaît, c'est le dirigeant. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager des démissions forcées judiciaires, des révocations judiciaires, en donnant la possibilité au ministre de saisir, lui donnant une qualité pour agir, pour saisir le juge? Vous voyez, est-ce que ça pourrait être une piste voilà, je me posais cette question sans... parce que, encore une fois, il me semble qu'il y a une distinction à faire entre la non-émission de l'État et la possibilité pour l'État d'agir, vous voyez, pour faire respecter l'intérêt général à l'égard de ces fédérations. Voilà. Il faudrait juste faire une toute petite précision concernant les présidents de fédération. On est bien d'accord, on a généralement la possibilité de pouvoir les révoquer. Donc, si on prend en ce compris le comité exécutif que le dit président préside. Et si on prend l'exemple de la FFF, l'Assemblée fédérale, l'Assemblée générale fédérale, a la possibilité, donc sous certaines conditions, et c'est l'article 12, de mettre fin au comité exécutif. Donc en réalité, on a toujours sur le papier, là encore, la possibilité de mettre un terme. Je pense que si on n'avait pas trouvé de solution, on serait certainement allé dans cette direction, mais ça nécessite un quorum particulier et bien entendu, il y a le délai de convocation, donc là, un délai maximal de 2 mois et tout ce qui va avec. Concernant la ministre, et les actions qui ont été faites et cette impuissance, entre guillemets, j'aurais tendance à la tempérer parce que je trouve qu'en réalité, elle a été au front, elle a été au combat, c'est-à-dire quand des ministres auraient pu faire quelque chose, d'autres personnes, avant elle, personne ne s'est attaqué avant ça à la Fédération française de football. Et en réalité, elle y est allée avec ses outils, notamment le fameux rapport d'audit qui a été la base de tout. Donc, c'était une façon différente d'aborder les choses, de permettre aussi à l'opinion publique de se rallier et de s'intéresser à ce sujet qui était au départ un tout petit sujet assez confidentiel. Et grâce à ce rapport, ça a pu mettre en lumière un certain nombre de dysfonctionnements. Bien, je pense que s'il n'y a plus d'autres questions à la salle, on va clôturer. Je redonne la parole au président d'ISPEC. Merci Philippe. Je crois que nous pouvons remercier très chaleureusement nos intervenants. Et le président Peramor qui a eu l'idée de cette conférence et qui a trouvé là des intervenants de qualité avec le punch nécessaire, encore que on vous a trouvé très prudent. On a senti que le sujet était sensible à bien des égards. Sur la question, je voudrais juste faire une réaction et après je passerai aux annonces, mais juste une réflexion qui m'est venue forcément lorsqu'on a fait mine ou laissé supposer qu'on opposerait bénévolat et professionnalisme dans cette maison. Non. Dans cette maison. Non, c'est pour ça que je voulais lever l'ambiguïté, j'ai bien compris, mais je voulais le dire pour qu'il n'y en ait plus. Bénévolat et professionnalisme ne s'opposent pas. Le président Netter en est le garant depuis un certain nombre d'années, encore quelques temps. Donc, surtout, ne confondons pas les choses. Le bénévolat n'exclut pas le professionnalisme. En revanche, on sait que le bénévolat souffre souvent d'une insuffisance de moyens. Et puisqu'il y a un peu d'argent dans certaines fédérations, il y a peut-être aussi une réflexion à conduire sur ce sujet. Néanmoins, mon propos n'est évidemment pas d'ajouter à ce qui était parfaitement dit, mais de vous inviter, avant de convier à un moment de convivialité, les grands événements qui vont nous conduire à nous retrouver à nouveau. Alors, une première fois, le 15 décembre
à Luxembourg. Je vous invite tout de suite à réserver vos billets de train. Il y a encore beaucoup de place sur les différentes allées et retours. Sur deux sujets passionnants et avec une vision de droit comparé, droit luxembourgeois, droit français, arbitrage international, premier sujet, avec deux professeurs, un luxembourgeois, un français, deux praticiens, et dans la même configuration, la transposition au Luxembourg de la directive insolvabilité. Ils viennent de le faire, nous l'avons fait déjà depuis un certain temps. Donc, des voies croisées sur ces sujets, et je vous convie tous à Luxembourg. Vous recevrez évidemment un flyer dans les jours qui viennent pour cette belle conférence. 22 janvier 2024, nous aurons une conférence de Nicolas Hida sur les moyens de preuve devant l'autorité des marchés financiers. En fait, c'est une conférence qui sera donnée, vous savez, c'était le prix de thèse que nous avons décerné à Nicolas Hida sur cette question. La question des moyens de preuve devant l'autorité des marchés financiers ne s'arrête pas à cette autorité administrative, c'est plus largement la question de l'administration de la preuve devant les autorités administratives qui se posent, et c'est également un très très beau sujet, et je vous convie d'avance. 11 mars 2024, j'espère que vos agendas sont ouverts, nous ferons une conférence en liaison avec l'Association nationale des juristes de banque. Le sujet n'est pas arrêté. Nous nous voyons cette semaine pour trouver un sujet qui vous attirera en masse et en foule dans ces lieux. 22-23 mars 2024, le colloque de Deauville, notre colloque annuel. Là aussi, je vous en prie, gravez dans le marbre cette date. Nous allons affronter les nouvelles technologies et le droit, ou le droit et les nouvelles technologies. Le sujet n'est pas tout à fait définitif, mais ce sera cette thématique. Le 27 mai, nous aurons une conférence ici avec l'association pour favoriser le fonctionnement de l'institution consulaire, l'AFIC, sur un sujet dont on dit qu'il a été rebattu, et pourtant nous sommes attachés à le traiter, le traitement amiable, non pas des contentieux, mais d'une façon générale, des difficultés avec la conciliation en matière de procédure collective, la CJIP pour ce qui est du droit pénal, la façon dont on peut aborder, traiter et dépasser des contentieux. Je ne doute pas que nous ne serons pas seuls ce jour-là. Donc, 27 mai. Puis écoutez, comme on n'arrête pas de faire des événements, je vais m'arrêter là car j'ai peur que vos agendas soient déjà pleins. Et dès le mois de janvier, je pourrai vous dire ce qu'il y aura un peu plus loin. Merci infiniment et je vous convie à partager un verre et une conversation à poursuivre avec nos invités. Merci beaucoup. Bonne soirée.